C'est la représentation graphique de la répartition par tranche d'âge d'une population donnée à un moment donné. Comment la lire? En bas, le nombre d'habitants en milliers. 150 000, 200 000, etc. Les chiffres verticaux indiquent l'âge de la population. À gauche est représentée la population masculine, à droite, la population féminine. Enfin, chaque pyramide est datée. Ici, celle de 1981. Ces éléments connus, on peut par exemple déterminer le nombre des hommes ayant 40 ans en 1981 en France. Ils étaient 260 000. Prenons un autre exemple avec les femmes. Combien étaient-elles à avoir 70 ans en 1981? Elles étaient 240 000. Première constatation que l'on peut faire sur les pyramides. Elles ne sont pas statiques. Elles évoluent. Elles ont des anomalies qui ne sont pas sans conséquences économiques et que je vous propose d'étudier maintenant. Première anomalie, le déficit des naissances entre 1914 et 1918. Les causes, tout le monde les connaît. Une très grande partie des hommes capables de procréer étaient partis à la guerre. Durant cette période, le déficit est d'environ 1,5 million d'enfants en moins par rapport aux années d'avant-guerre. Suivons maintenant sur notre pyramide les conséquences de cette baisse de natalité. 10 ans plus tard, on manque de main-d'œuvre, d'actifs dans les entreprises. La demande de logement est faible. Entre 35 et 40, il y a un déficit des naissances. Moins d'hommes et de femmes nés entre 14 et 18 sont arrivés en âge de procréer. Après 1980, il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui touchent la retraite. Seconde anomalie, le décès des hommes entre 1914 et 1918. Deux conséquences. Aux environs de 1920 à 1930, il y a moins d'hommes actifs demandeurs d'emploi. Et en 1970 et après, il y a moins de dépenses de santé et peu de retraites à payer. Troisième anomalie, le déficit des naissances entre 1939 et 1945. Quelques années plus tard, il y a moins d'enfants dans les écoles. Et moins de demandeurs d'emploi que les années précédentes. Quatrième anomalie, c'est l'augmentation considérable des naissances en 1945, appelée baby boom, et due au retour des hommes des camps de prisonniers et au désir de vivre dans l'euphorie de la fin de la guerre. La conséquence, c'est l'arrivée de 400 000 jeunes supplémentaires demandeurs d'emploi après 1960. La cinquième anomalie, c'est la baisse du nombre des naissances à partir de 1971. Les causes sont difficiles à définir. Baisse des taux de natalité, phénomène constaté dans les pays industrialisés parallèles à la France.
Mais les conséquences sont moins d'enfants dans les écoles maternelles, moins de consommation de produits pour enfants. Vous avez vu que dans le domaine démographique également, tout peut s'expliquer de manière logique. Et tout a des conséquences à très long terme. Alors précisément, ce que nous faisons aujourd'hui, ou plutôt que nous ne faisons pas, les enfants, quelles conséquences cela aura-t-il dans 30 ans? Entre 1980 et 2010, il y aura chaque année l'arrivée d'un nombre régulier de personnes à l'âge de la retraite. À partir de 2010, une arrivée très nombreuse à l'âge de la retraite des hommes et des femmes nés depuis 1945. Au même moment, le nombre d'actifs versant des cotisations sociales baisse. Ce sont les hommes et les femmes nés après 1970, année de baisse de la natalité. Faisons maintenant une hypothèse selon le taux de fécondité. Si chaque femme en âge de procréer a en moyenne 1,4 enfants, il y aura 34 millions d'habitants répartis ainsi en 2050. « 17% de moins de 20 ans, 56% de 20 à 65 ans, et 27% de plus de 65 ans. Sur le plan mondial, en l'an 2000, les Chinois ajoutés aux Indiens seront 2,5 milliards, soit la population du monde en 1950. Alors faut-il être pessimiste? Bon, alors d'abord, je voudrais dire que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la démographie est une science optimiste. Pour ce qui concerne la France, disons, et plus généralement les pays développés, nous bénéficions actuellement de progrès fantastiques que aucun utopiste n'aurait jamais imaginé quant à l'allongement de la vie, la disparition de la plupart des maladies infectieuses et le fait que nos enfants survivent. Il n'y a pas tellement longtemps en France, il fallait avoir 8 enfants pour avoir des chances d'en avoir 2 qui vous soient encore là quand vous-même vous atteigniez l'âge de la vieillesse. Maintenant, il suffit d'avoir 2 enfants pour être quasiment sûr que vos 2 enfants vous survivront. Disons que si vous en avez 3, la probabilité est encore plus grande. Donc ça, c'est un progrès inouï. Alors ça a quelques inconvénients, notamment quant à la place des personnes âgées dans la société et ce qu'on appelle le vieillissement, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre nouveau de la société qui doit se faire. De la même façon, ce progrès inouï a eu pour conséquence de limiter les contraintes de la reproduction. C'est-à-dire que les femmes, dont toute la vie était obsédée par le fait de se marier d'abord, puis d'avoir des enfants, de les allaiter, de les élever, etc., eh bien cette obsession a pu diminuer beaucoup, ce qui fait que les femmes ont pu passer de préoccupations de reproduction à des préoccupations de production, en allant à l'école d'abord, et en ayant un métier et en participant, comme les hommes, à la production. Donc tout ceci, ce sont des progrès qui ont quelques inconvénients, notamment quant au rapport entre les couples, entre les sexes dans le couple. Je dis des inconvénients, je veux dire des difficultés. Il faut que les 2 sexes, c'est le problème contemporain des pays développés, redéfinissent leur rapport. Nous avons toute une civilisation qui est fondée sur un homme qui protège l'épouse, alors que maintenant, les femmes ayant acquis une autonomie économique et intellectuelle, puisqu'elles ont plus d'études même que les garçons, eh bien, elles n'ont plus besoin de protection, mais on a besoin d'un nouveau contrat, disons, entre les 2 sexes qui est différent. Donc, toutes nos sociétés tâtonnent. Alors, nous avons des progrès et des difficultés d'adaptation à ces progrès. Alors, la dernière chose, c'est le rapport avec les pays qui n'ont bénéficié de ces progrès que plus récemment ou qui n'en ont pas encore bénéficié. Je pense notamment à l'Afrique où les problèmes de la mortalité sont encore considérables. On parle souvent des problèmes de la sécheresse au Sahel, de l'Éthiopie, des maladies tropicales, etc. L'Afrique, pour l'instant, n'a pas encore un problème de fécondité, mais elle a un problème de mortalité. Alors, les rapports entre les pays riches, développés, et les pays pauvres
dans lesquels ces progrès ne feront que commencer à se manifester, c'est le problème principal de la période qui s'ouvre. Et pour ce qui me concerne, alors là je n'engage que moi, je crois que c'est un devoir des pays riches de comprendre qu'ils ont des obligations d'assistance aux pays pauvres. En somme, ils leur ont donné les moyens de moins mourir, de façon même un peu indirecte et sans le faire exprès, simplement en aseptisant la planète, en luttant contre la circulation des microbes. Nous avons fait bénéficier des peuples qui n'avaient rien demandé de progrès de mortalité dont ils sont les bénéficiaires et un petit peu les victimes, parce que ça leur pose des problèmes. Alors, il faut que nous en tirions les conséquences. Ça a des tas d'avantages, le fait qu'ils vivent plus longtemps, qu'ils soient plus nombreux, par exemple, ils travaillent beaucoup plus. Ce sont de la main-d'œuvre qui se développe dans beaucoup de pays. Ce qui a des inconvénients quand nous fermons des chantiers navals ou des usines de sidérurgie, c'est parce qu'ils s'en ouvrent dans des pays où, comme on dit, la main-d'œuvre est à bon marché parce qu'elle est abondante, comme la Corée ou Taïwan ou Singapour, etc. Alors, en effet, ça a des inconvénients de s'adapter à cette nouvelle situation. Il faut que nous réorganisions les circuits économiques de la planète, mais surtout il faut que nous aidions tous ces pays à aller plus vite, c'est-à-dire à descendre, à réduire leur fécondité comme nous avons réduit la nôtre, et pour pouvoir entrer en somme dans le circuit économique mondial. Et je crois que l'assistance essentielle, c'est une assistance d'éducation, parce que s'il y a un résultat fondamental de la démographie, c'est celui-là. Là où les filles vont le plus à l'école, c'est là où la fécondité baisse, mais sans devenir nulle, baisse le plus vite et tend vers un niveau d'équilibre qui est de 2 enfants par couple. Un couple, qu'est-ce que c'est? C'est 2 personnes. Si un couple se renouvelle, il a 2 enfants. S'il en a un peu plus, ça permet une croissance de la population, mais le renouvellement, c'est pas la peine de compliquer les choses avec des virgules. 2 personnes, 2 enfants, c'est l'équilibre. Pour conclure sur ce chapitre, plutôt que de passer en revue toutes les conséquences économiques de notre dénatalité et des divers mouvements de la population mondiale, je vous citerai une anecdote. La société Zuber-Reider, en Alsace, pour lutter contre la stagnation de la consommation de cahiers dans les écoles, s'est tournée vers les pays dont la population scolaire augmente. Ainsi, elle réalise pour l'Arabie Saoudite des cahiers, mais avec table de multiplication en arabe et couverture au dos, car les petits Saoudiens écrivent de droite à gauche.